Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc des jeux auxquels j'ai joué ces 2 derniers mois. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos, une sur les nouveautés, donc les jeux sortis depuis SN, une sur les jeux qui sont sortis plus ou moins récemment dans les 5 dernières années. Et là je vais vous parler des vieux jeux, donc ceux sortis avant 2017. Pourquoi c'est de 2017? Parce que ça faisait 3 vidéos équilibrées. Voilà, c'est une raison extrêmement profonde. Sinon, comme je le disais un peu dans la première vidéo, il y a une question de calendrier. Moi, comme je suis très sensible, enfin, j'adore découvrir des nouveautés, je suis très sensible au fait que ce soit les sorties des scènes, au fait que ce soit un moment plus calme de l'année, tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est la période où, notamment avec les Diamants d'Or aussi, tout ça, où j'ai beaucoup joué aux nouveautés. J'ai envie de ressortir des anciens jeux après avoir fait quelques parties de beaucoup de nouveaux jeux. Euh, voilà, et ça dure en général jusqu'en septembre. Et après, en septembre, on reprend le cycle des nouveautés, même s'il y a quand même des nouveautés qui sortent un peu tout le temps. Ça me fait un peu plaisir de le classer comme ça parce que moi il y a beaucoup de vieux jeux que je ressors donc assez régulièrement. Donc là c'est des exemples, c'est un peu au hasard hein, parce que c'est selon les envies, mais pour moi il n'y a pas de date de péremption sur les jeux, il y a vraiment plein de jeux que j'aime bien ressortir de temps en temps. Il y a des jeux que je ressors clairement pas chaque année mais que ça me fait plaisir de ressortir toutes les quelques années, de conserver un peu cette ludothèque et de pas juste jeter revendre. Alors même si ça permet de faire de la place plein de trucs et que je sais que c'est bien, bon moi j'ai la flemme, mais le fait d'avoir ce choix devant moi et de me dire ah bah tiens ce jeu là ça fait super longtemps c'est vrai c'était quoi, ou juste le j'ai vraiment envie de rejouer à un jeu de ce type là, changer, redécouvrir, c'est quelque chose que j'aime et ça fait aussi retrouver des souvenirs mais pas que, aussi des vrais plaisirs de jeu sur des jeux anciens. Enfin, là on n'est pas non plus dans des jeux très anciens, on est globalement dans des jeux après les années 2000. Je vais le faire par ordre du plus récent au plus ancien en sortie, en commençant par Tyrant of the Underdark. Alors, sachant que la version française est sortie assez récemment, je crois il y a un an ou deux, peut-être un peu moins, peut-être voilà, peut-être il y a 6 mois, je sais plus. La VO existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, moi je joue depuis assez longtemps, je ne l'ai pas découvert en 2016, son année de sortie, mais peut-être en 2018 ou 2017. C'est du deck building avec de la conquête de territoire un petit peu. Alors la conquête de territoire très simple, on peut prendre le contrôle et on a un symbole armé qui permet de soit installer une troupe, soit si on en a 3 dégommer une troupe adverse, plus d'autres choses. La version française c'est des petits jetons en carton, la version anglaise a des petites figurines. On a à chaque fois donc 2 decks de cartes qu'on va mélanger pour faire le deck pour la partie avec une rivière de cartes. Dans l'idée c'est très chouette, en pratique dans la boîte de base, avant il y avait 4 peuples, je crois que la version française inclut l'extension avec les 2 autres peuples. Bon, il y en a 2 voire 3 que j'aime pas trop dedans, donc je joue assez souvent avec les mêmes peuples. Il y a vraiment une question d'avoir assez d'argent pour pouvoir se racheter des cartes beaucoup plus puissantes, avec une question rivière, avec les effets d'aubaine qu'il y a dessus. Mais les emplacements, la conquête, le fait de viser ses troupes trop vite, ça peut permettre de rusher la fin de partie, tout comme être pas terrible parce qu'on va faire moins de points qu'en faisant d'autres choses. J'aime vraiment bien ce qui s'y passe, c'est assez simple, c'est vraiment interactif, moi je l'aime bien à tout nombre de joueurs. À deux, moi j'aime bien tous les jeux d'affrontement et de conquête à deux parce que chaque prise est un truc qu'on retire à l'autre. À plus, il y a plus des questions de négociation qui moi me plaisent moins. Mais donc c'est vraiment un super jeu, voilà, dans l'univers de Donjons et Dragons. Hop. Ensuite, bon, j'ai fait le Terraforming Mars, c'est pas le plus original. En plus, j'y ai joué donc avec la fanmade française là qui a été éditée, alors pas vraiment éditée, plus imprimée, vraiment pour les fans par les fans, avec un plateau en plus de planètes. Donc Terraforming Mars, je suppose que beaucoup de gens connaissent. On terraforme Mars en jouant plein de cartes, un jeu de développement, un moteur, avec des productions. On fait de plus en plus de trucs et quand tout est terraformé, on regarde qui est-ce qui a le plus de points. Moi à 2 j'y joue avec une variante de draft initial où on met les 20 cartes sur la table plus les préludes plus les corpos et on enchérit pour savoir qui va avoir le first pick, donc le premier à choisir sur les cartes. Tout ça j'avais fait une vidéo il y a un peu longtemps là-dessus, peut-être que je la retrouverai pour la mettre en lien. Mais là, en tout cas, il y a un FileMade qui n'a rien à voir avec ça, donc qui mélange donc la variante proposée des objectifs qui peut être tiré à chaque fois. Là, bah, du coup, c'est un truc vraiment joli pour le faire. Des petits événements météo sur la planète qui vont évoluer en fonction de ce qui va se passer, ça c'est vraiment cool. Et surtout 4 pistes en fonction des badges planètes jouées qui vont permettre de donner des petits bonus à tout le monde et notamment quelques pioches de cartes aléatoires en cours de partie, ce qui permet d'avoir quand même cet apport de cartes qui manque des fois dans TFM selon qui a pris quel. Voilà, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de pioche. Avec des petits effets donc de vouloir être celui qui déclenche, des petites questions de timing un petit peu interactives, c'est plutôt cool. Le défaut c'est qu'il faut y penser à chaque fois, mais voilà.
Et plein de nouvelles cartes, des nouvelles corpos, et tout est très chouette. Franchement, ça a été un gros plaisir, ça. Hop, je crois que c'est dans ce sens-là. Ensuite, j'ai fait... Enfin, pas ensuite. Donc, en 2015 est sorti Marco Polo. C'était un jeu de placement d'ouvriers qui sont des dés, qui permettent de faire des actions, qui permettent de déplacer des bonhommes sur une carte, de récupérer des ressources, les échanger contre des points de victoire. Ça a l'air un peu très simple, on va récupérer des contrats, différentes choses de ce genre-là, mais la manière dont ça marche est vraiment très agréable. Là, on l'a joué à deux, c'est pas la meilleure des configs, mais ça tourne quand même bien à deux. On a chacun un personnage asymétrique, vraiment très asymétrique, un petit peu déséquilibré, donc soit on joue un peu avec en donnant un meilleur personnage à l'autre si on est plus l'habitude du jeu, soit on choisit si on joue des personnages faibles ou des personnages forts, nous on fait un peu comme ça entre nous, et ensuite on draft dans l'ordre inverse du tour. Ceci, j'avais un personnage fort, il m'a bien empêché de le jouer la dernière fois, donc ça c'était quand même plutôt cool. On va récupérer des ressources de différents types pour accomplir des contrats, et pour pouvoir activer donc les villes, elles ont plusieurs pouvoirs, et se déplacer. Je sais pas si j'explique les règles. Plus des questions d'avoir des chameaux pour faire en gros des actions bonus, remodifier ses dés, des compensations si on a tiré que des petits dés parce que quand même les gros c'est mieux. Il y a plein de trucs qui sont très sympas. C'est un jeu qui est extrêmement fluide, que je trouve vraiment intéressant, où il se passe des choses, je le trouve joli. C'est cool. Il y a un Marco Polo 2 qui est sorti, je l'ai testé qu'une seule fois, j'ai moins aimé. On est moins bloqué. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop dans de la pose ouvrier. J'aime bien quand on peut vraiment empêcher l'autre de faire quelque chose et être obligé de trouver des alternatives ou avoir des trucs qui s'adaptaient un peu à ce qu'on doit faire. L'autre a une ressource de thé, je crois, qui permet quand même beaucoup de flexibilité. Donc moi j'ai moins aimé, et ça devient plus de la gestion vraiment de ressources, récupération, livraison, un peu plus combinatoire, parce que moi globalement j'aime moins. Donc cette version-là je l'adore, elle est vraiment fluide, rapide, facile à installer, plein de choses. C'est pas le plus facile à installer, mais voilà. Wir's in das Volk. Wir's in das Volk, alors ça c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu d'affrontement à deux joueurs, Allemagne de l'Est contre Allemagne de l'Ouest. Et le but, ça va être donc pour l'Ouest de créer l'effondrement économique de l'Est, pour l'Est de réussir à survivre à 4 décennies, ou alors de gagner aux communistes si vraiment il y a une victoire politique. On peut aussi faire perdre l'autre immédiatement en créant trop de manifestations. Donc le but c'est de mettre des blocus dans le pays adverse qui va l'empêcher de se développer financièrement et potentiellement créer une défaite. Le fait de se développer, donc la richesse, c'est représenté par des usines qu'on va placer sur le plateau et des routes qui vont les améliorer. Donc le moteur économique est assez simple. Et par contre, s'il y a des manifestations quelque part, ça crée un blocus dans la région et là, on ne peut plus construire. Donc il y a vraiment le comment empêcher l'autre à quel moment. Et pour ça, ça va être du card driven avec le truc que moi j'aime bien, c'est qu'il y a une rivière de 7 cartes qui est commune pour les deux joueurs. On a très peu de cartes en main, on a 2 cartes en main. Donc il y a 7 cartes de rivière, on en choisit chacun une à chacun son tour. Quand c'est vide, on recommence. La deuxième fois que c'est vide, on fait la fin de l'époque. Et à la fin de l'époque, il y a plein de décomptes qui sont pour le coup assez tordus, assez pointus, pour réussir à voir qu'est-ce qui va se passer, comment le plateau va être influencé, maintenir des niveaux de vie, attaquer l'autre. Donc c'est pas des vraies attaques, c'est... Si on a plus près de la frontière de niveau de vie que les frontaliers vont manifester. Thématiquement, c'est très bien. Et donc sur les cartes, quand on les récupère, on a une valeur de points de construction. Des fois, il y a 2 valeurs pour l'Est ou l'Ouest, mais c'est assez rare, la plupart ont une seule valeur, qui va permettre donc de construire un certain nombre de structures chez soi. Ou alors un événement, ou alors on peut l'utiliser pour faire du niveau de vie, ou alors on peut l'utiliser pour retirer un manifestant. On a toujours ces 4 possibilités, ce qui permet vraiment beaucoup d'anti-drafter ce que veut l'autre, vu qu'on a un marché commun et que celui qui épuise le marché, parce qu'on a 2 cartes en main qui nous permettent de jouer un peu le timing, plus un événement pour l'Est, va vraiment laisser des effets d'aubaine à l'autre. Tout ça, ça se contrôle quand même un petit peu, on suit un petit peu les cartes, on peut voir en fonction du marché, et en fonction de nos cartes en main, est-ce que certains types de tentatives peuvent être possibles ou pas, en fonction de ce que l'autre nous anti-draft très vite. Il y a plusieurs manières de mettre la pression. J'aime vraiment beaucoup ce qui s'y passe. Il y a une version 2+2 où là on joue les grandes puissances, donc l'USA et la Russie, qui vont aller aider l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et par contre la victoire est individuelle en fonction d'un niveau de grande puissance. Si l'Allemagne de l'Est gagne et que le niveau de grande puissance est basculé côté Russie, alors c'est la Russie qui gagne. Sinon, si c'est à l'équilibre, c'est l'Allemagne de l'Est qui gagne. Bon, en gros. Voilà, j'y ai pas encore joué, j'attends vraiment impatiemment d'avoir cette occasion parce qu'il faut quand même bien connaître le jeu. La mécanique des décomptes de fin de tour est pas évidente du tout. Voilà, une espèce de wargame politique. J'adore Wir's in das Volk. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée sur Wir's in das Volk quelque part, je pourrais le retrouver. Hop. Concordia. Concordia c'est assez connu, il y a eu d'autres versions, là en plus c'est la version Vénus, donc en équipe de 2 qui est sortie après, mais le jeu de base est sorti en 2013.
c'est... Oui, un truc très rigolo que j'ai pas dit sur Wer sind das Volk, c'est que c'est en plus un jeu qui est sorti pour les 25 ans de la chute du mur de Berlin, destiné à être vendu dans des musées. Donc pas du jeu de gros joueurs, et pourtant c'est vraiment un jeu pointu et bien, quoi. Il y a des gens qui trouvent ça moche, comme si le gris c'était moche. Euh, donc Concordia, là on va développer des comptoirs pour tour méditerranéen, ça va être vraiment un système de hand management. Donc on va avoir des cartes en main, on va choisir n'importe laquelle à jouer, quand on revient le tour on en rejoue une autre, etc. Jusqu'à jouer la carte qui dit récupérer toutes nos cartes. Et bien sûr il y a une action qui est d'acheter de nouvelles cartes. Le truc assez sympa c'est que ces cartes elles font et l'action qu'on peut faire, déplacer et construire, activer des revenus, faire des choses, racheter de nouvelles cartes, faire des échanges de ressources pour regagner de l'argent, des choses comme ça. Et ça va à la fois aussi faire les points de victoire. Donc en dessous, il y a des bandeaux qui vont scorer sur tel ou tel critère. Donc on aime bien récupérer des cartes qui nous font bien scorer sur certains critères. En général, les cartes vont plutôt avec, mais surtout on aime bien récupérer plein de cartes. C'est pas très dur à jouer côté règles, la quantité de règles n'est pas énormissime, le tour est pas très compliqué, il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent. Moi je le trouve un petit peu froid, c'est pas mon préféré des préférés, mais franchement ça me fait vraiment plaisir de jouer de temps en temps et c'est bien. Voilà. Hop. Citrus, alors Citrus ça je pense que c'est moins connu, c'est sorti en 2013 aussi, ça va être un jeu où on va créer des plantations, là c'est un jeu à 2 joueurs, autour de Finca. Pour ça, il va y avoir un marché comme ça de tuiles. Quand vient notre tour, on va acheter une ligne ou une colonne et on va dépenser 1 sou par tuile qui s'y trouve. Puis on doit placer chacune de nos tuiles, il faut pouvoir toutes les placer. Donc soit pour agrandir des territoires de couleurs qui sont déjà à nous, soit pour créer un nouveau territoire de couleurs, donc en partant du Finca ou... Non, en partant d'une Finca. On peut potentiellement lier à des trucs neutres plus tard. Une Finca, il peut sortir qu'un seul truc de chaque couleur. Quand on fait un nouveau territoire, on met un bonhomme dessus. Et il va y avoir un truc assez cool, ce qui est que quand une Finca est entièrement entourée, il va y avoir un décompte de majorité, donc des points pour le meilleur, des points pour le deuxième, à condition qu'il soit présent. Donc parmi la taille de tous les territoires qui touchent au moins un petit peu cette Finca, donc ça va faire une grosse source de points. Et pour récupérer des revenus, donc pour acheter ces tuiles, on doit renoncer à des territoires, donc reprendre des bonhommes à nous qui sont sur le plateau pour les mettre chez nous, et plus on a de bonhommes stockés chez nous, plus on a de sous. Donc en gros, on a envie d'avoir beaucoup de bonhommes chez nous pour avoir plus de sous et beaucoup de bonhommes sur le plateau pour aller scorer sur plein de fincas et de les immobiliser longtemps, surtout quand les territoires sont grands, pour aller scorer sur plusieurs fincas à la fois. C'est assez malin, c'est assez léger, on peut récupérer des petites tuiles actions. C'est de la tactique, beaucoup. Des questions de décompte de points un peu de diverses manières, parce que quand on récupère notre bonhomme pour faire des sous, ça va aussi nous faire des points, en fonction de la taille des territoires. Et un peu d'opportunité de qu'est-ce qu'on laisse à l'autre. La version 2 joueurs est très bien parce que du coup le marché on prend vraiment et pour nous et pour pas laisser les super opportunités adversaires. À 3 il y a un peu plus l'effet de qui est le voisin qui. Et on bloque le suivant. Mais globalement c'est très sympa. C'est pas le jeu auquel je joue à tout prix. Je trouve que par contre il est relativement original, il est très simple, c'est un format un peu moins d'1 heure. C'est bien. Hop. Carnac, moi j'aime beaucoup. Alors forcément, quand c'est des vieux jeux que je ressors, je les ressors pas 100% par hasard en général. Ça va être de la pose d'ouvrier où on va jouer des druides qui allons chasser des monstres. Donc les monstres ils sont comme ça. Qui sortent d'un trou béant dans la forêt pour aller envahir le monde. Donc on va leur mettre des rayons de mana dessus pour les tuer et construire petit à petit des menhirs pour essayer de fermer la brèche en l'ayant entièrement entouré en fin de partie. C'est un jeu où en fin de partie il y a 2 types de scoring, soit la brèche a été entièrement entourée et dans ce cas on aura plus de points pour poser des menhirs et moins pour avoir choisi des monstres, soit la brèche n'a pas été entièrement entourée, dans ce cas on a des points pour avoir plus de points pour avoir tué les monstres et moins pour les menhirs. Dans tous les cas ça fait des points et dans tous les cas ça fait des points aussi en cours de partie. La sélection d'actions, je la trouve assez mignonne, c'est de la programmation où d'abord on place tous nos pions, puis on résout dans l'ordre de haut en bas, enfin surtout de gauche à droite et en 2 colonnes. Donc on a envie un peu de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ou pas, mais programmer ça tout de suite et voir si on pourra intercaler un déplacement. Cet ordre des actions est mélangé, remis à chaque tour, donc ça permet un peu de variabilité et de ne pas avoir un jeu trop figé non plus. Et ce qu'on y fait en fait est assez cool. On a des druides qui tournent autour du chemin comme ça et qui peuvent interagir que en phase 2 grâce à des rayons de mana. Pour faire du mana, il faut aller sur les chaudrons pour aller se recharger en mana. Et chaque fois qu'on fait une action, on va le dire au conseil, parce que ce qui compte surtout, c'est d'être reconnu historiquement comme le meilleur druide. Donc si on a fait quelque chose qui vaut des points, faut aller le dire au conseil. C'est comme ça qu'on récupère des points. Une petite phase de développement aussi avec sur le côté des petites bougies qui permettent d'augmenter dans différentes caractéristiques. Et le tout est bien sympa.
C'est pas trop compliqué, moi j'aime vraiment bien ce qu'on y fait, la manière dont se résolvent les actions est vraiment originale. C'est un jeu que je ressors relativement régulièrement depuis sa sortie en 2012. Voilà, donc en 2012 j'y ai beaucoup joué, j'avais aussi moins de regame, c'est de l'Eurogame, et c'est bien. Graphiquement, le plateau et les monstres pourraient être améliorés, les monstres sont un peu petits. Bon. Les cartes par contre sont très jolies, il y a 2-3 petites cartes. Escape, donc ça on change de catégorie, on est dans du jeu d'ambiance, un jeu de 2012 aussi, en temps réel, coopératif avec des dés. Donc l'idée c'est qu'on va être dans un temple, ambiance Indiana Jones, on a volé tous les joyaux, il faut les remettre histoire de pouvoir s'échapper, de trouver la sortie et de réussir à sortir, parce que le temple est maudit et on ne peut pas sortir sans avoir rendu les joyaux. Thématiquement on n'est pas trop perdu, même si j'aime Indiana Jones. Pour ça, on va avoir chacun un personnage qui part du milieu, et quand on entend le gong, donc on a un timer qui est sur une bande audio qui marche assez bien. On a 3 fois 3 minutes et quelques, en tout ça dure 10 minutes. Au premier gong, on sort de la pièce, deuxième gong, on doit s'y retrouver, enfin, ouais, premier gong de milieu de partie, on doit se retrouver dans la pièce du central, deuxième gong, on doit se retrouver dans la pièce centrale, troisième gong, on peut être sorti. Si on n'a pas réussi à se retrouver au milieu, on perd des dés. Donc on commence avec 5 dés. Et on va les lancer en fait à la vitesse qu'on veut, en gardant potentiellement des dés de côté, juste dès qu'on a utilisé des dés, on est obligé de les relancer. Et il y a des faces noires qui les bloquent, des faces jaunes qui les débloquent, par deux. Pour ça, ça va nous permettre donc soit d'explorer avec 2 bonhommes des pièces, soit de se déplacer avec le bon symbole, soit de reposer des joyaux. Pour reposer des joyaux et pour plein d'autres trucs, on peut collaborer. C'est-à-dire que si on est plusieurs sur la même salle, on peut être plusieurs à contribuer avec nos dés, et une fois qu'on a assez de dés à nous tous, on va faire l'action. Pareil, on peut débloquer les dés noirs des autres. Du coup, il y a vraiment un aspect coopération qui est assez important, qu'il y a quelqu'un qui part tout seul dans son coin, il va se gaufrer, il va falloir aller le débloquer, et c'est un peu compliqué. Et cette communication en temps réel, tout en essayant de rusher sur les actions pour faire vraiment un maximum de trucs, parce que la pression du temps est réelle, elle est très très chouette. Il y a des extensions, je crois que je les ai pas toutes. Il y a une extension quête que moi j'aime bien, avec laquelle on joue. Des modules malédiction dans la première boîte. Ça a dû être édité depuis. Il doit y avoir des big box, des différentes manières de faire des boîtes. Voilà. Mais donc plein de choses comme ça qui sont vraiment cool sur comment on s'entraide. Et surtout le fait de bien communiquer, pas perdre quelqu'un de vue. Avec différentes petites choses à faire. C'est très très fun. Moi je trouve que ça marche très très bien. Un de mes jeux un peu favori. Je prends toujours plaisir à y jouer. Le lièvre et la tortue. C'est sorti par Yellow dans la collection des livres qui sont un peu en forme de bouquin là. Donc c'est un petit jeu de course adapté dès, je crois, qui a marqué 8 ans sur la boîte. Moi je l'aime bien entre adultes. C'est assez tactique, il y a du hasard bien sûr dans le tirage, c'est très rapide. On a 5 animaux qui font la course, qui sont un peu des animaux de fable. Et à son tour de table, on va jouer un espèce de pli qui va finir soit quand il va y avoir 8 cartes sur la table, soit 4 animaux du même type. À son tour, on peut jouer autant d'animaux d'un type qu'on veut par rapport à ce qu'on a en main, et on remonte nos mains à 5 ou 6. Une fois que le pli est arrêté, donc soit parce qu'il y a 8 cartes, soit parce qu'il y en a 4 de 1, on va avancer tous les animaux selon certains critères. Le lièvre, il avance soit de 2, soit pas du tout. La tortue, elle avance toujours de 1, et si vraiment on lui a mis 4 cartes, elle avance de 2. Le loup, il avance du nombre de cartes qui a été mis, -1 en gros, mais il peut hurler et empêcher tous les autres animaux de bouger. Le renard, il avance bêtement du nombre de cartes qu'on lui a donné, et le mouton, il court très vite, de 1 de plus que le nombre de cartes qu'on lui a donné, mais il s'arrête aux rivières. Donc en fonction d'où sont les rivières, on peut un peu jouer, voilà. Comme nos cartes en main, on les choisit pas, des fois il va falloir faire avancer les animaux qu'on veut pas faire avancer, parce qu'on a tous 2 animaux qu'on veut voir gagner, ou être le mieux classé possible. Et du coup, le comment jouer à un moment où la carte sera moins rentable pour l'animal, soit parce qu'il y a un loup qui hurle, soit parce qu'il y a une rivière devant le mouton, soit parce que le lapin est déjà premier et que du coup on lui met 4 cartes, soit parce que... bon, bref, plein de petits trucs. Tactiquement c'est mignon, on essaye un peu de deviner les persos des autres pour essayer un peu de les tuer. Globalement, on joue vraiment au fil de l'eau en fonction de ce qu'on a en main, on pousse un petit peu nos cartes, mais ça marche vraiment très bien. Moi j'aime vraiment bien. Hop. Thunderstone. Alors, Thunderstone, à l'époque, il a été décrié comme un clone de Dominion parce que c'est un deck building. Depuis, il y a eu plein d'autres clones de Dominion. On est quand même assez proche de Dominion, auquel d'ailleurs j'ai pas joué récemment, mais qui est un vieux jeu que j'aime bien. Donc là, c'est sorti en 2009. On a un marché de cartes qui est disponible pour tout le monde en début de la partie, une partie qui est tirée aléatoirement, une partie qui est là tout le temps, et qui va par contre se constituer soit d'objets, soit de guerriers. Et donc à notre tour, soit on va au village pour récupérer des objets et des guerriers, en gros avec de l'argent, soit on va dans la donjon pour aller poutrer des monstres avec de la force, et pour ça il faut des guerriers. Les guerriers peuvent porter des objets, mais globalement
un guerrier a une arme et ça dépend du poids de l'arme. Les guerriers ont un peu des spécificités. Quand on tue des monstres, ça va nous faire donc des nouvelles cartes en main qui souvent nous pourrissent un petit peu, des fois nous aident un petit peu, des points de victoire pour plus tard, et de l'expérience pour permettre de faire monter de niveau nos héros, qui vont vraiment devenir de mieux en mieux. Je trouve que ce qui s'y passe, c'est bien. Voilà, la mise en place est un petit peu pénible, avec les différents paquets à tirer, tout ça, un peu les contraintes. Les parties sont moyennement longues, c'est pas ultra punchy, super court, mais il y a vraiment de la prévision à faire sur ce qui peut se passer. Le tirage de la rivière sur le donjon peut des fois être un peu frustrante. C'est cool, moi j'aime bien. Voilà, c'est... Hansa Teutonica. Donc là on est dans un jeu un petit peu de gestion, pas mal de tactique et d'agression sur la carte. C'est un jeu donc, où on va placer des cubes sur une carte pour essayer de prendre le contrôle des routes. Une fois que les routes sont entièrement pleines, on va pouvoir les décompter pour aller soit prendre possession des comptoirs autour, soit aller développer son plateau. Le nombre d'actions qu'on fait par tour va pouvoir être développé. Et comme ça, petit à petit, on essaye de grappiller les points à droite à gauche, de bien se développer pour gagner la partie. C'est un petit peu abstrait. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. C'est vrai que je trouve un petit peu long pour un jeu tactique. Et c'est vraiment un jeu où on essaye sans arrêt d'aller là où on va gêner l'autre, parce que quand l'autre nous chasse, on a beaucoup à y gagner. Voilà, moi ça me fait plaisir d'y jouer de temps en temps. C'est un jeu qui a très très bonne presse. Moi je le trouve bien, mais pas forcément extraordinaire. Les parties se ressemblent quand même un petit peu. On a tendance à aller chercher un peu les mêmes développements tout le temps. On peut se faire avoir en fonction de comment ça se passe et subir un petit peu. Même si c'est pas entièrement subi, mais voilà, c'est bien de temps en temps, c'est pas mon must absolu, et par contre je le trouve relativement original. Je préfère Scarlet Pimpernel, genre on place des cubes sur des routes. Le Havre, donc le Havre c'est un vieux Rosenberg, qui est pas vraiment un jeu de récolte, qui est par contre un jeu de développement industriel. Moi j'aime beaucoup, on va avoir donc des petits bateaux qui vont avancer, donc chacun de tours on fait avancer et ça rajoute des choses dans les ressources disponibles, puis on va faire une action qui est soit récupérer un des lots de ressources disponibles, soit activer un bâtiment. Les bâtiments on peut activer les nôtres comme ceux des autres, mais souvent il y aura une taxe pour aller chez l'autre, et ça nous permet en gros de construire de nouveaux bâtiments qui vont nous permettre de refaire des choses, qui vont nous permettre de gagner plus de ressources. À la fin de chaque manche, on doit nourrir, donc on doit payer un certain nombre de nourriture, mais si on a fait des bateaux, on doit payer moins. C'est vraiment un jeu de développement industriel avec au début on va plutôt faire du bois, ensuite de l'acier, ensuite du fer, ensuite de l'acier. Il va falloir réussir à avoir une flotte de bateaux pour expédier de plus en plus. Il y a une montée en puissance et une logique dans les différents bâtiments qui vont apparaître au fur et à mesure de la partie. On sait d'avance lesquels, c'est les mêmes à chaque partie. Qui vont permettre vraiment de prendre des tournants et des vrais tournants d'industrialisation pour réussir à passer des caps de production. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement plaisant. Ça a aussi le petit avantage quand on est le jeu vraiment par cœur. Tous les bâtiments, les parties se ressemblent, on a la même structure de tour, on a le même rythme, on a les mêmes, un peu comme Aura et Labora, hein, du même auteur. Mais vraiment, c'est très très cool. Le principe de jeu est assez simple. À son tour, on fait une action, on peut se mettre chez soi ou chez l'autre. Et quand un bâtiment est occupé, il est occupé jusqu'à ce que le joueur qui l'a utilisé le libère. Donc ça peut un peu jouer sur le timing. C'est plutôt sympa, ça marche assez bien. Voilà, le Havre, c'est bien. Danger 13, alors ça j'ai moins aimé. C'est un jeu que je connais depuis très longtemps. C'est un jeu de 2007. Oui, le Havre sorti en 2008. Hop. Donc Danger 13, donc un jeu de 2007, ça va être un jeu tout bête, vraiment du jeu d'ambiance, un peu de pendant ta gueule, ah ah ah, tu t'es pris ça, sans des trucs d'action, avec quand même un petit peu de tactique, hein, et c'est très léger, plutôt abstrait. On a des cartes avec des valeurs et des fois des points de victoire, les points de victoire c'est les plus dessus. À son tour, on révèle une carte donc si on est 5 joueurs, on prend 5 cartes en main, on révèle une carte du dessus, et on la donne à un des 5 joueurs qui n'a pas encore reçu de carte sur cette manche-ci. Puis on recommence, etc. jusqu'à arriver à la fin du paquet, y compris à soi-même. Donc évidemment, on a un petit pari sur qu'est-ce qui va sortir plus tard. Et quand quelqu'un arrive à 13 points, donc les points des chiffres marqués devant soi, il explose, il jette toutes ses cartes et les autres les encaissent. C'est comme ça qu'on va encaisser les points. Le but étant d'avoir un maximum de points. C'est très simple, le côté tactique, c'est beaucoup se cacher sous la table en prétendant que c'est l'autre qui gagne et pas soi. Voilà, c'est plutôt fun. Hop, il y a des joueurs qui aiment beaucoup autour de moi. Ça peut être un beau moment à partager avec des gens. Hop, Vendredi 13, alors moi je le connais sur la version Poison, qui était la version Amigo d'avant. C'est un petit jeu de cartes qui
et je trouve très malin en étant très très simple. On a des cartes de 3 couleurs différentes qui se voient pas beaucoup sur l'image parce qu'elle est sombre. Donc on a du rouge, du bleu et du violet et des poisons verts. À chaque tour, on va prendre une carte de notre main. Donc on va jouer indéfiniment autour de la table jusqu'à avoir vidé notre main. Si je mets une carte violette, je mets sur le chaudron violet. Donc il y a 3 chaudrons virtuels sur la table. Si je mets une carte rouge, je mets sur le chaudron rouge, etc. Si jamais je dépasse la valeur de 13, donc je fais arriver à 15 en valeur totale en deux sommes des trucs quelque part, je récupère tout le contenu du chaudron. Et c'est pas bien. Le but c'est de finir avec un minimum de points. Chaque carte vaut 1 point, sauf les poisons qui en valent 2. Donc ça permet de pourrir un peu les autres en choisissant avec ce qu'on joue, mais potentiellement on peut se reprendre dans la tête. Le truc assez malin, c'est qu'en fin de partie, celui qui a par exemple le plus de bleus, ces bleus vaudront 0 points. Du coup, on peut des fois se sacrifier sur un truc pour éviter de prendre beaucoup plus, et après les autres vont vouloir plus nous pourrir sur cette couleur. Ça marche bien. Voilà, le système de scoring fait que ça marche bien, c'est tout simple. On l'a beaucoup sorti à l'époque, voilà, en soirée avec des gens, pas forcément que des joueurs, mais qui aiment bien un peu ce côté jeu de cartes, qui marche très bien. Donc en français, je crois qu'il s'appelle toujours Vendredi 13, que c'est cette version-là qui était trouvable, je crois. Kaleidos, donc là on est sur le plus vieux jeu, le vieux de 94, qui est un jeu que moi j'ai découvert quand j'ai commencé à jouer en ludothèque en 2005. C'est un jeu tout con, qui fait presque jeu façon baccalauréat. On a une image avec plein de trucs dessus, on nous donne une lettre, par exemple B, il faut trouver un maximum de mots qui commencent par B sur l'image. Ça marche super bien. Vraiment, pour moi, c'est un gros plaisir à chaque fois. Quand on y rejoue vraiment beaucoup d'affilée, on fait un peu toujours la même chose, parce qu'on retrouve des mots un peu communs. Mais il y a à la fois de l'observation, à la fois aller trouver les différents synonymes qui vont coller un peu à ce qu'on a envie de faire, une question un peu de rapidité avec le sablier, un peu de mauvaise foi lors du décompte quand on dit « Ah ben j'ai vu ça » et que ça fait rire tout le monde et qu'on essaye de justifier. Alors faut bien doser, hein, ça c'est toujours pareil à l'humeur des joueurs, sur à quel point c'est de la pure mauvaise foi et à quel point c'est « Ha ha ha, j'ai trouvé le petit truc qui marche ». Voilà, c'est très fun. Moi, j'aime vraiment beaucoup en jeu de rapidité, d'observation, de mots, vraiment de maniement de la langue. Je pense qu'il faut être francophone natif pour y jouer. Les jeunes joueurs, c'est un peu plus dur souvent. Il y a une version junior, je sais pas trop ce qu'elle donne, mais j'adore. Il y a plusieurs boîtes et on a différentes versions parce que renouveler les images, c'est cool. Voilà, j'ai fait le tour. Donc de ces jeux qui se trouve que j'ai joué dans les 2 derniers mois, sortis depuis avant 2017. Je vais rejouer à plein d'autres vieux jeux prochainement, c'est sûr. Voilà, donc des jeux que je suis contente de voir des fois dormir au fond des placards, des fois ressortir régulièrement. Par exemple dans ceux-là, alors je les ai pas tous mis là, mais il y a Citrus et Thunderstone que je ressors quand même plus rarement que d'autres. L'œuvre, ça faisait longtemps, parce que je m'en étais lassée à force de faire que les mêmes parties. Marco Polo, j'y joue à peu près tous les ans. Voilà. Tyrant the Dark, ça fait partie de ceux qui sont très régulièrement sur la table. Dans différents groupes de joueurs en plus. Mercenaries Folk, c'est un de mes préférés. Terraforming Mars, on n'en parle pas. Voilà, donc c'était bien. J'ai bien joué ces 2 derniers mois. J'espère que j'aurai le temps de vous faire une dernière ou 2 petites dernières vidéos sur les protos et les jeux solo que j'ai joué, mais je suis pas sûre parce que je pars jouer ensuite ce week-end. Salut, bisous, à plus tard.